termes d'émotion. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vais dire les deux. Il y en a une victoire en termes de classement, ça a été Juan Carlos Ferrero, qui était numéro 2 mondial à l'époque. Alors, j'avais servi pour le match contre lui quand il était numéro 1 et je l'ai battu quelques temps après quand il était numéro 2 à Marseille. Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs. Viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Bonjour à tous, je suis ravi d'avoir Grégory Caraz aujourd'hui sur la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros. Grégory, je te demanderai de te présenter dans un instant. Tout d'abord, je suis vraiment ravi de t'avoir parce que ça faisait pas mal de temps que tu étais sur la liste des personnes que je voulais inviter. Et la première question que les auditeurs aiment bien avoir de la part de l'invité, c'est Grégory, est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus belle victoire tennistique? Alors, bonjour à tous déjà, c'est un vrai plaisir d'être là. Donc, je suis vraiment content de participer à cette émission. Et pour répondre à cette question, ma meilleure victoire, alors c'est en termes de classement, mais ça peut être la meilleure victoire en termes d'émotion. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vais dire les deux. Il y en a une victoire en termes de classement, ça a été Juan Carlos Ferrero, qui était numéro 2 mondial à l'époque. Alors, j'avais servi pour le match contre lui quand il était numéro 1 et je l'ai battu quelques temps après quand il était numéro 2 à Marseille. Donc ça, c'était ma meilleure victoire tennistique. Après, mon meilleur souvenir, c'est au tournoi de Newport, parce que c'était mon passage dans les 100 meilleurs. Donc ça faisait des années que je courais après ça. Et en quart de finale, je gagne 7-6 au troisième et ça me permet de rentrer dans les 100. Donc ça, c'était en 2003. Donc ça, c'est vraiment pour moi le souvenir qui m'a donné énormément d'émotions. Ça faisait combien de temps que tu cherchais ce top 100? Je suis rentré dans les 100 à 28 ans. Donc, tu vois, en tout début de carrière, c'était vraiment ma priorité, c'était déjà de rentrer dans les 100 meilleurs. Et j'y suis arrivé qu'à 28 ans, donc ça faisait une bonne dizaine d'années que je courais après. Donc c'est pour ça que c'était d'autant plus agréable d'arriver à franchir le pas. Ça ressemble à quoi les émotions à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à chaud et même les prochains jours, les jours d'après? En fait, c'était assez drôle parce que sur le moment, je savais que ce match de quart de finale avait beaucoup d'enjeux parce qu'en plus, c'était le dernier tournoi avant de rentrer dans le tableau final de l'US Open. Donc il y avait à la fois l'entrée dans les 100 et le tableau final de l'US Open, ce qui était la première fois où je rentrais directement dans un tableau final. Et on a été interrompu pendant le match et je me souviens d'une anecdote, c'est que je dis à mon coach, alors que j'avais gagné le premier set, je crois, ou c'était au début du troisième, je me souviens plus, et c'était voilà, c'est le genre de match que j'arrivais pas à gagner. Et j'avais dit, là, ça se trouve, c'est encore une fois, je vais passer à côté. Et on s'était dit, partons du principe que tu vas le perdre. Voilà. Tu vas le perdre comme tu as déjà fait dans ces moments-là. Et puis, tu vas juste essayer de t'accrocher, puis de l'embêter le plus possible. Et puis, à force de l'embêter, je suis arrivé au tie-break. Et puis, finalement, c'est lui qui craque un peu, ou moi qui tire le choc. Et puis, c'est moi qui passe. En plus, il y avait du brouillard, c'était en fin de journée. Ce n'était pas du tout le cadre que j'imaginais pour ce genre de match. Mais finalement, ça reste un grand souvenir pour moi. Qu'est-ce qui se passe sur les jours d'après où j'imagine que quand on essaye d'atteindre un objectif comme ça depuis longtemps, je peux imaginer qu'il peut y avoir aussi pas une forme de lassitude, mais finalement, bon, c'est fait, mais c'est quoi la next step? Comment tu arrives à redéfinir l'objectif d'après? Ça a été assez rapide en fait parce que il y a eu l'été déjà où déjà le lundi suivant, là tu me parlais des jours suivants, le lundi suivant, c'était tout de suite d'aller voir sur internet le classement et d'avoir ce classement voilà, avec les deux chiffres. Donc ça, c'était la grande satisfaction. C'était Mais 99? Pardon? C'était Non, 99 ou? non, ouais, c'était deux chiffres, mais c'était 102, je crois, exactement. Mais Ok. disons que c'était le passage à une semaine près, je rentrais dans les 100, donc c'était assuré. Mais donc c'était déjà ça d'aller voir le classement sur internet. Mais surtout assez vite, je me suis projeté. L'US Open est arrivé quelques semaines après, donc j'ai enchaîné par quelques bons tournois aux États-Unis où j'étais dans le tableau de gros tournois. Donc j'ai continué sur ma lancée, mais surtout à l'US Open, c'était impossible pour moi de perdre au premier tour. Voilà, je voulais confirmer ça et tout de suite je me suis projeté sur l'US Open en me disant non, ça suffit pas, il faut absolument que je confirme ça et que j'enchaîne. Donc j'ai eu pas mal de pression en fait, bizarrement en arrivant à l'US Open. J'étais pas du tout dans un état de satisfaction en me disant c'est déjà bien. Et finalement ça a été mon meilleur grand chelem puisque je passe 2 tours à l'US Open.
Énorme. Et voilà, donc c'était une euphorie, mais en même temps, c'était assez calme quand même. C'était pas de la folie. J'étais aux États-Unis tout seul avec ma femme. Mon coach m'a rejoint ensuite. Enfin, donc non, c'était pas de la folie, mais une espèce de satisfaction d'avoir rempli l'objectif quand même. Trop bien. Écoute, merci Grégory pour ces anecdotes. On y reviendra très certainement après. Est-ce que je peux te demander de te présenter aux auditeurs? Alors donc, je m'appelle Grégory Carraz, voilà, aujourd'hui j'ai 45 ans, donc ma carrière tennistique s'est un peu éloignée. Alors moi, je suis originaire de Savoie en fait. Moi, je suis monté à Paris à 16 ans à l'INSEP. Ensuite, j'ai fait l'INSEP, j'ai fait le CN Roland-Garros pendant quelques années. Je me suis lancé sur le circuit à 17 ans. Donc assez vite, je suis monté dans près du top 200, donc vers 20, 21 ans. Après, j'ai été pas mal blessé, notamment hernie discale, donc ce qui m'a fait pendant 2 années, j'ai eu des années blanches. Donc je suis redescendu pour être 600e à 26 ans. Donc là, mon objectif n'était pas du tout rempli. Mais j'y croyais beaucoup encore. Et puis, ce qui m'a permis, dans les années suivantes, d'intégrer le top 100 et de même participer aux Jeux Olympiques. Ce qui a été pour moi un grand moment également. Parce que faire partie de l'équipe de France, et j'ai pas eu la chance d'être en Coupe Davis. Mais les Jeux Olympiques, c'était un peu différent parce que c'était pas une sélection, c'était par rapport au classement. Donc, je suis rentré aux Jeux Olympiques grâce à mon classement. Donc, ça, c'était un des grands moments de ma carrière aussi. Quel Voilà. Et JO depuis, c'était? pardon, c'était à Athènes en 2004. Et après, donc, j'ai toujours voulu être entraîneur. Donc, j'ai arrêté ma carrière en 2007. Après, j'ai commencé à redescendre un petit peu au classement à 32 ans. J'avais quelques petits soucis d'épaule, parce que moi, c'était principalement le service, ma grosse arme. Et ce qui fait que c'était un peu plus compliqué pour moi de maintenir le niveau. Et ensuite, je suis devenu entraîneur. Et maintenant, ça fait 13 ans que j'entraîne. Et j'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé à la fois en club en tant que directeur sportif au Lagardère Paris Racing. J'ai monté mon académie pendant plusieurs années. Puis j'ai intégré la fédération en tant qu'entraîneur national depuis, ça va faire ma 3e année là. Donc ça fait 13 ans maintenant que je suis entraîneur. Ok. On y reviendra également après. Comment est-ce que tu en es arrivé au tennis? Qui est-ce qui t'a mis les premières balles dans les mains? Bah, en fait, moi je viens de Savoie, une petite ville au milieu de la montagne, donc c'était plutôt le ski d'abord pour moi, mais vers 6 ans, mes parents allaient beaucoup au club, au club de la ville. Donc c'est une ville de 3000 habitants et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Donc tout de suite, ça a été une passion. Enfin, je passais mes journées à jouer contre le mur, à faire des gestes à blanc. Et puis l'avantage de la province, c'est qu'en 2 minutes, même entre midi et deux, on peut aller jouer. Donc ça a été avec mes parents principalement au début, ouais, et mon frère. Ok. Ton frère était plus grand, plus jeune? Est-ce qu'il Il était a 2 meilleur ans. que toi? Non, il était un peu meilleur, mais assez vite, on a eu un niveau similaire. Mais lui, il est dans le ski maintenant. Donc lui, Ok. il a été 33 peut-être. Mais sinon, voilà, il a continué, mais dans le ski. Comment ça se passe quand on est dans une toute petite ville comme ça et qu'on n'est pas aux portes de gros clubs, aux portes des centres nationaux d'entraînement? Comment Mm. comment tu arrives à te faire remarquer et comment se passent les premiers choix de finalement commencer à quitter la maison pour se rapprocher des plus grosses structures d'entraînement? Bah, c'est vrai que ça demande pas mal d'investissement. Donc mes parents étaient, même si eux-mêmes n'ont été que quatrième série, et ils adorent le sport. Donc c'est déjà passé beaucoup de temps au club, passer du temps à jouer. Mais l'hiver chez nous, bah, il n'y avait pas de cours couverts non plus. Donc c'était dans des gymnases sur des surfaces que vous connaissez, des surfaces de basket. Donc une surface très très rapide. Et après, assez vite, vers 8-9 ans, j'allais tous les mercredis à Chambéry, qui était à 1 heure de voiture, voilà, pour au moins jouer 1 ou 2 fois dans la semaine. Mais au niveau savoyard, après, j'étais le meilleur de Savoie, mais on avait une région, notamment dans mon année d'âge, qui était assez forte. Donc c'était beaucoup de déplacements sur Grenoble, notamment toute la période d'été, beaucoup de déplacements sur les tournois. Et ensuite, je me suis fait repérer. Mais à 11 ans, en fait, je suis parti de chez mes parents. À 11 ans, il y avait un sport-études de très bon niveau à Annecy. Et donc de 11 ans à 16 ans, j'ai été à Annecy en sport-études, où je dormais chez mon oncle et ma tante. Voilà, donc ça a demandé un départ à 11 ans. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai une fille qui a 12 ans. Je la verrais pas du tout. C'est très compliqué de la voir partir. Donc j'imagine ce que ça peut être pour mes parents à l'époque, même si moi j'étais pris dans le truc et je me rendais pas bien compte de ce que c'était que de partir si jeune. Tes parents, eux, ils ont accepté tout de suite? Bah, en fait, à vrai dire, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des discussions énormes. C'était un peu logique en fait. C'est-à-dire que j'étais à un bon niveau, mais si je voulais continuer à jouer au tennis, il fallait que je quitte la Savoie. Donc ça s'est fait un peu logiquement et ça restait à 1 heure et demie de voiture, donc ça me permettait de voir mes parents tous les week-ends quand même. Et c'était retrouver des joueurs. Enfin, je restais en famille parce que c'était chez mon oncle et ma tante, mais ça restait des joueurs régionaux que je côtoyais tout le temps.
Donc c'était un vrai changement, surtout que c'était l'entrée en sixième dans un gros collège. Enfin, pour moi, c'était quand même un gros pas, mais ça s'est fait assez naturellement, je trouve, même si c'est pas anodin quand même. Et quel type de joueur tu étais à ce moment-là entre 12, 13, 14 ans? Est-ce que tu avais déjà ce gros service? Est-ce que tu étais plutôt un attaquant? Comment ça se représentait? Alors j'ai toujours eu un esprit attaquant, donc j'étais pas dans les meilleurs de ma région ou de France, mais j'ai toujours gardé ça, en fait, ce jeu vers l'avant où on me disait: «Toi, tu verras quand tu grandiras, tu feras moins de fautes et ça marchera». Donc ça, je l'ai toujours gardé, mais j'étais pas, oui, j'avais un bon service, mais à cet âge-là, c'est compliqué d'avoir un service énorme quand même. Je faisais un peu de tout, j'étais capable d'aller au filet, de jouer du fond, surtout qu'en France, on jouait quand même beaucoup sur terre battue, donc j'étais pas forcément un spécialiste, du service mais en tout cas, j'étais pas un défenseur, ça c'est sûr. J'étais capable de tout faire avec un jeu plutôt à risque quand même, Est-ce que, mais avec une bonne. Mmh. et comment tes adversaires te voyaient, eux, comme joueur? Est-ce qu'ils savaient que tu étais, le joueur qui était, plutôt attaquant et j'imagine que tu as eu la période où tu as pas mal de joueurs qui ont essayé de te remettre la balle, des jeunes qui faisaient peut-être un peu des ronds et qui te gênaient? Mmh. Comment tu te situais par rapport à ça? Bah, c'est vrai que j'avais des joueurs que j'arrivais pas à battre. Moi, mon meilleur résultat jusqu'à 13-14 ans, ça doit être un huitième au championnat de France. Donc, il y avait des joueurs qui étaient très réguliers et plus physiques que moi et que j'arrivais pas du tout à battre. Voilà, donc j'avais l'impression que c'était impossible. Je rentrais dans des échanges, j'y arrivais pas. J'allais vers l'avant, bah, je me faisais passer ou je ratais. Donc, il fallait que j'attende de gagner un petit peu en stabilité. Voilà, ce qui s'est fait plutôt à partir des 16 ans, parce que moi, à 15 ans, j'étais 15. Donc, quand on compare aux, aux joueurs d'aujourd'hui, c'est vraiment en termes de classement, ça n'a absolument rien à voir. Même si à l'époque, c'est vrai que les classements étaient des classements qui étaient assez adultes. Moi, j'ai eu mon premier classement à 13 ans où j'étais 30. Donc aujourd'hui, les meilleurs à 13 ans, ils doivent être limite seconde série. Donc voilà, mais même si c'était des niveaux adultes, j'étais quand même loin, loin d'être dans les leaders nationaux en tout cas. Attends, ça veut dire quoi quand tu dis c'était des niveaux adultes? Je suis pas sûr que je saisis. Ben, en fait, aujourd'hui, un enfant de 13 ans, on va dire que quand il y a beaucoup de joueurs qui arrivent vers 15 ans à 4-6, 15-16 ans. Et là, ils sont obligés ils peuvent plus jouer des tournois 15-16, donc ils basculent en Mmh. adulte. Et on se rend compte qu'ils ont souvent 2-3 classements en dessous, en fait, en adulte. Un 4-6 de 15 ans où il peut jouer 15 en adulte, en fait. Il y a souvent un petit décalage. Et c'est vrai que nous, à 13 ans, on était déjà confrontés à des adultes. Donc, quand on était 30 et qu'on gagnait à 15-4, c'était un vrai niveau adulte. Et aujourd'hui, Mmh c'est vrai mh. qu'il y a un petit peu de décalage. Voilà. Et à quel moment tu sens ce 1er cap peut-être que tu passes? Tu dis que tu étais un peu sur le tard en termes de classement. À quel moment? Est-ce qu'il y a une année où, je sais pas, tu prends 20 centimètres d'un coup et tout d'un coup, ça explose ou tu exploses 4-5 classements, commences à prendre confiance? Bah, en fait, je me souviens très bien, il y a eu un déclic. Donc, à l'époque, on regardait ça sur le Minitel, le classement. Et je me souviens, c'était au mois de décembre parce qu'on changeait qu'une fois par an. Et je me souviens très bien, j'étais 15-2, je regarde le Minitel, je priais pour être 15 et je me retrouve 15-1. Donc, ça a été assez violent pour moi. Je me vois encore dans mon Minitel. Et en fait, dès le mois d'avril ou même mars, je crois, je vais faire un tournoi avec Slébin et puis là, je suis 15-1 et je gagne jusqu'à 0. Donc, je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé, mais je gagne à 3-6, 2-6, 1-6, 0. Et c'était la paire Freebock à l'époque, je ne sais pas si tu as connu ça, mais Non. on passait dans Tennis Magazine avec la perf du mois, et j'avais été la perf du mois, on gagnait une paire de chaussures, donc on avait notre photo dans Tennis Mag, donc c'était une fierté pour moi. Et puis je perds à moins 4-6 en menant 3-0, en me demandant mais comment c'est pas possible que je mène 3-0 à ce niveau-là. Et ça a été ce tournoi qui a fait que j'ai basculé. En fait, il n'y avait pas les classements intermédiaires, mais j'ai fait toute l'année en étant 15-1. Mais il y a eu ce tournoi qui a vraiment été un déclencheur. Je me suis retrouvé en fait à avoir pratiquement les meilleurs niveaux, les meilleures paires de mon année d'âge. Et ensuite, au mois de juin, notamment chez mes parents, on a traversé la France pour faire les qualifications du tournoi 15-16 ans de la Baule, qui était pour nous, c'était vraiment le bout du monde parce que la Ligue à ce moment-là n'avait pas voulu m'emmener. Et c'était un tournoi important, il fallait y aller. Là, je me qualifie, je vais en demi-finale. Donc, il restait 2 Français en demi-finale au niveau national. Donc, c'était voilà. Puis ensuite, j'ai intégré l'équipe de France et je suis rentré à l'INSEP. Donc, c'est vraiment ces 2 tournois qui ont été des déclencheurs. Puis, je gagne le championnat de France troisième série aussi à ce moment. Donc, Adulte du coup, ouais, donc et voilà. tu quel âge? Là, j'ai 15 ans. Voilà. Donc, Ah oui, intéressant. voilà. Donc Je là, savais je même monte pas à que deux. les jeunes pouvaient participer aux 3e séries, 4e séries. Ben, normalement, oui, à partir du moment où tu
tu peux jouer en adulte, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, ceux qui jouent les troisième séries, avec tous les classements intermédiaires, ils sont plus troisième série à ce moment-là. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas de classement intermédiaire. Voilà. Puis après, ça a été le déclencheur. Et je suis rentré à l'INSEP et puis après, j'ai continué de bien jouer. C'est quoi ton objectif ou ton rêve à ce moment-là? Bah, je m'en suis rendu compte vraiment après ma carrière, en fait. C'était vraiment. On a tous le rêve de gagner des grands chelems, de faire partie des meilleurs Français, d'être reconnu partout ou des meilleurs du monde. Mais profondément, c'était déjà de jouer le grand circuit. Voilà. C'est-à-dire, c'était de rentrer dans les 100 meilleurs du monde et de faire les gros tournois. Moi, j'ai toujours eu en tête que le grand circuit, c'était les grands chelems et d'être dans les 100. Après, c'est quand à partir du moment où on est plus en qualif ou qu'on joue les challengers, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu quelque chose d'inachevé. Donc, c'était vraiment de faire partie de ce monde-là et de pouvoir dire j'ai eu une carrière de haut niveau. Voilà, c'était vraiment mon objectif c'était un peu vital pour moi. Tu disais tout à l'heure que du coup, quand on parle de futur et de challenger, il y a peut-être aussi cette notion de, avant les 200, les 300. Tu disais que tu es monté très rapidement. À l'époque, je ne sais pas quels étaient les premiers, chiffres ATP. Est-ce qu'il y avait déjà 2000 joueurs? Et peut-être qu'il y en avait moins, j'imagine. Mais comment tu passes aussi rapidement du premier point ATP à en dessous de 100? Bah, en fait, je me souviens à 17 ans, c'était Georges Goven quand je suis rentré au CNE qui nous entraînait. On était parti faire un circuit satellite en Côte d'Ivoire. Et il y avait Nicolas Escudé, on était 3, je crois, et on avait pris 4 points. Donc 4 points, on était 780. Et 780, aujourd'hui à 4 points, on doit être, je sais pas, 1500 au moins. 1000, ouais. Voilà, donc il y avait moins de joueurs et on était allé faire l'Australian Open Junior juste après et on était rentré dans les qualifs du senior Ah en bon? étant 180, tu vois. Donc, et aujourd'hui, il faut être 230e pour rentrer dans les qualifs du senior. Parce qu'il y a beaucoup C'est plus énorme. d'argent. Donc, voilà, et les joueurs n'y allaient pas à l'époque. Mais voilà, après, je suis allé vite et moins vite, mais en fait, j'ai dû gagner à 20 ans ensuite. Vraiment, j'ai passé un cap pour atteindre la 300e place vers mes 20 ans. Donc, ça m'a quand même pris 2 ans entre le début de mes premiers points et le fait d'être à peu près 300, 350. Alors, ça, c'est vite et pas vite en même temps. Voilà. Mais voilà, donc ça a pris un petit peu de temps parce que sur les circuits satellites, il y avait pas de tournoi futur à l'époque. C'était des circuits où il fallait enchaîner 4 semaines. Donc c'était assez lourd, mais beaucoup d'aventures. Donc c'était le bon côté parce que rester 4 semaines entre joueurs, ça crée pas mal de choses. Quand tu vois à ce moment-là que tu commences à côtoyer du coup de plus en plus de gros tournois, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses, je ne sais pas qui étaient les meilleurs joueurs du monde précisément à cette époque. Est-ce que tu commences à en côtoyer? Tu as des souvenirs peut-être qui te remontent de ça? Est-ce que tu as un premier gros joueur que tu joues et qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je les côtoyais surtout au CNE au départ. Voilà, surtout les meilleurs Français parce qu'il y avait beaucoup des meilleurs Français qui s'entraînaient au CNE. Il y avait Noah qui était encore actif. Donc, c'était de croiser Forget, c'est croiser Noah. C'était l'époque de Butch. Il y avait déjà Santoro. Et c'était de jouer avec eux. C'était ça qui était génial pour nous. On avait 17-18 ans. Il y avait beaucoup de joueurs dans les 100. À ce moment-là, il y en avait pas mal qui s'entraînaient sur place. Donc, c'était de pouvoir les côtoyer et de faire pas mal de cet entraînement. Alors, j'en gagnais pas beaucoup, hein. C'était compliqué, mais par contre, le fait de s'entraîner avec eux, ça démystifiait un petit peu. Mais une fois, je me suis retrouvé avec Forget Noah à jouer à 3 sur le terrain. Donc, c'était ça, je me souviens, ça m'avait pas mal marqué quand même. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu pour l'anecdote, mais aujourd'hui, quand tu penses à 2 joueurs comme ça qui acceptent de jouer avec un petit 17 ans et qui sont à fond et qui ne se demandent même pas s'ils sont 2 ou 3 sur le terrain, c'était une autre époque. Voilà, on a des approches un petit peu différentes aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, c'est des vrais bons souvenirs. Et comment t'évaluais leur niveau de jeu par rapport au tien à ce moment-là? Est-ce que tu te disais, putain, c'est complètement injouable ou bah, finalement, je suis pas loin sur un set? Est-ce que tu te sens vraiment différent d'eux? Écoute, ouais, quand même. Enfin, je sentais sur un set que j'avais toujours un petit temps de retard. C'est que j'étais capable de bien m'entraîner avec eux, mais une fois qu'on commençait les points, il y avait toujours quand même un petit décalage. Le service, il fait pas la différence. Je joue un peu court, je suis tout de suite un peu pris. Voilà, donc il y avait quand même une différence de niveau, même si par moment j'avais l'impression de tenir la cadence. Sur 17, j'en gagnais pas beaucoup.
tu vois. Mais après, c'est vrai que 2 ans après, ça commençait à bien changer. Même si je crois ma première victoire dans les 100, ça devait être vers 19 ou 20 ans. C'était en match par équipe, je me souviens, c'était Thierry Tulane qui s'occupait de moi à l'époque. Et là, de gagner déjà un joueur top 100, ça permet de se dire tiens, pourquoi pas. Quand tu te rapproches de cette place des 200 meilleurs joueurs du monde, est-ce que et que tu rentres finalement sur ce alors je sais à 100 places près, on va dire, et que tu rentres dans les 200, dans les 100, est-ce que ton objectif de nouveau change? Parce que, bah, finalement, là, tu es dans le grand circuit. Est-ce que tu as Mmh. un objectif supplémentaire qui arrive? Bah, en fait, comme je t'expliquais, quand je suis rentré dans les 200 déjà, ça a été, c'est effectivement, c'était un cap de passé. Voilà. Après malheureusement, j'ai eu ces 2 années blanches avec mon problème d'hernie discale. Mais ensuite, quand j'ai repassé le cap des 100 et là, j'étais un peu porté par la vague. Donc je suis même allé jusqu'à, proche de la 50e place et c'est vrai que là, je me suis un peu projeté même plus loin que ça. Mais on va dire l'appétit vient en mangeant, donc je visais plutôt essayer de me rapprocher des 30 premiers. Mais après, pour rentrer se rapprocher des 30, ça veut dire passer au moins faire huitième ou voire quart de finale en Grand Chelem. Mmh. Ça veut dire jouer des finales ou gagner des tournois ATP. Et moi qui avais fait entre guillemets que des demi, voire troisième tour en Grand Chelem, c'était un vrai cap. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive en demi d'un tournoi, ça ne suffit plus d'arriver là. Il faut être encore en forme physique pour gagner encore un ou deux matchs. Et ça veut dire en Grand Chelem de battre au moins un top 5, voire un ou deux top 10. Donc c'est un vrai cap. Et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Voilà. Mais je ne peux pas dire que j'ai de véritables regrets. Disons qu'il aurait fallu que j'arrive un peu plus tôt dans les 100, plus jeune, pour pouvoir ensuite construire, avoir le temps de construire et pour passer le cap au-dessus. Quand tu dis ça, ça me fait penser que peut-être c'était pas une question de niveau de jeu, peut-être plus, d'expérience, de maturité, sur le terrain. En termes de niveau de jeu, tu te situais comment par rapport à des tout meilleurs joueurs comme ça? Qu'est-ce qui te manque pour aller battre 2 top 10, sur un grand chelem? Alors, je pense qu'il me manquait un peu de physique. Voilà, moi, parce que le jeu vers l'avant demande quand même beaucoup d'explosivité. Donc, en fait, c'est tout bête, hein, c'est sûr que c'est le mental, hein. Mentalement, le mental est important, il faut y croire et cetera. Mais après, il faut là, on n'arrive pas juste avec son mental. Donc, il faut être capable et moi, je sais que quand j'arrivais sur des matchs où je commençais à avoir enchaîné quelques victoires, j'avais un petit temps d'explosivité qui me manquait. Et ça me coûtait sur les fins de tournoi. Voilà. J'ai été capable de battre des joueurs dans les 20 et un dans les 10. Mais pour aller plus loin, il me manquait, je pense, un petit peu de qualité physique et d'avoir peut-être, on va dire, d'avoir construit mon physique un petit peu plus tôt. Je l'avais fait un petit peu par intermittence, mais voilà, ça ne m'a pas permis assez vite d'avoir un physique au niveau. Et après, dans mon jeu, j'avais des qualités, mais voilà, je pense que c'est plus là-dessus qu'il me manquait un petit peu. Tu avais un préparateur physique? Oui, bien sûr, ouais, à la fédération, donc à l'INSEP. Après, c'était Paul Quétin qui était là au début, qui était jeune à l'époque, en 91. Et Il est toujours là, ensuite, non? il est toujours là. On est collègues maintenant. Et après, ça a été Frédéric Roche qui était ensuite au CNE. Paul aussi est venu après au CNE. Ensuite, et après, mon entraîneur tennis pendant plusieurs années, ça a été Jérôme Prigent qui était triathlète et Oui. qui m'a apporté beaucoup On a travaillé ensemble pendant 4 ans, en fait, Ouais. à partir de mes 24 jusqu'à mes 28 ans. Et on a commencé à travailler ensemble quand j'étais arrêté à cause de mon hernie discale. Donc, du coup, l'avantage, entre guillemets, c'est que j'ai eu beaucoup de temps pour me remettre à niveau et pour travailler en profondeur sur pas mal d'aspects. Peut-être que je n'avais pas pris assez le temps de développer avant. Et ça m'a permis de repartir sur le circuit à 26 ans avec une base qui était vraiment intéressante et qui m'a permis d'atteindre mes objectifs par la suite. Comment lui, il s'est positionné en tant que triathlète, en tant que coach de tennis? Comment il est arrivé au monde du tennis? Bah, en fait, lui, il a été moins de 6, donc c'était quand même un bon joueur de tennis. Et puis après, il s'est reconverti dans l'entraînement tout en continuant en fait, il a commencé le triathlon un peu tard, mais il s'est mis au triathlon et à l'Ironman notamment. Donc aujourd'hui, il doit en être pas loin de 50 Ironman, je pense, à son actif. Mais Donc c'est c'est drôle vrai. parce que son nom me dit quelque chose. Il bosse pas dans un club à Paris maintenant? Non, là, OK. il travaille pour la fédération de basket maintenant. Il a été entraîneur OK, national ensuite et puis maintenant, il travaille pour la fédération de basket. OK. Mmh. Quand tout à l'heure, tu m'as parlé de ta meilleure victoire sur le circuit qui a été
numéro 2, donc c'était Ferrero, Mmh. c'est ça? C'est ça, oui. Mmh. C'est énorme. Tu as Ouais, gagné un numéro 2 mondial. ouais. Alors maintenant, je suis habitué parce que ça fait quelques années que c'est arrivé, donc je m'y suis fait. Et tu vois, on n'est jamais content parce que finalement, je regrette de ne pas l'avoir battu quand il était numéro un, surtout. Ouais, Symboliquement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui aient gagné un numéro un. ouais. Donc, j'aurais bien aimé. Voilà, j'ai servi pour le match, ça l'a pas fait, mais je pense que ça m'a fait une bonne expérience pour le battre ensuite quand il était deux. Ouais. C'est énorme et les 2 étaient sur la même surface? Ouais, alors c'est sûr que je l'ai pas joué sur terre battue, sinon ça aurait été compliqué. C'est l'année où il gagne Roland Garros. Enfin, il gagne Roland Garros au mois de juin. Je crois qu'il fait finale de l'US Open au mois d'août et au mois de septembre. Et voilà, je perds juste après. Je le bats à Marseille. Je perds contre lui à Bangkok. C'était sur dur intérieur. Et je le bats à Marseille, qui est une bonne surface pour moi, au mois de février suivant. C'est énorme et tu as joué un numéro 1 mondial? Alors, j'ai joué contre lui, donc qui était un. J'ai joué Ah oui, contre pardon, Hewitt. débile. Ouais, Ouais, j'ai joué contre lui, contre Hewitt à Wimbledon. ouais. Mais ça, c'était en 2002. Donc j'étais 180 à ce moment-là. Je me qualifie à Wimbledon, je passe un tour. Et là, je me retrouve malheureusement pas sur le central parce qu'il avait joué déjà sur le central au premier tour. Je jouais 8 sur le court numéro 1. Parce qu'il gagne Donc, l'année d'avant? Quelque chose comme ça, non? non, c'est l'année où il gagne en fait. OK. Voilà, il gagne en 2002, il gagne. Donc moi, je le joue au deuxième tour. Il est favori du tournoi, il est numéro 1 mondial. Et là, ça m'a fait bizarre par contre parce que j'étais que 180 entre guillemets et je n'avais pas du tout l'habitude de jouer à ce niveau. Donc déjà, je passe mon première fois un tour en Grand Chelem. Et je finis contre lui, voilà, et ça passe. Enfin, je dis pas que ça passe loin, mais au deuxième, je mène 5-2 au tie-break du second, après avoir perdu le premier set. Et malheureusement, j'ai un peu tremblé. Mais au moins, je dis pas que j'aurais gagné, évidemment, mais j'aurais bien aimé voir un set partout. Voilà. Voir si j'avais déjà prendre un set à 8 sur un gros court, ça aurait été une belle expérience. Est-ce que tu as failli jouer Roger Federer sur ses débuts? Non, non, Federer, non, j'ai 2 regrets. Enfin, j'ai pas joué Federer, j'ai pas joué Sampras et j'ai pas joué Agassi. Voilà. Ça, j'aurais vraiment aimé. Agassi 2 fois, il fallait que je gagne un match pour le jouer, ça n'est jamais arrivé. Merde. Et Federer, non. Non, Federer, non, je l'ai pas joué. J'en ai joué quelques-uns là, de la génération actuelle qui sont encore là, mais j'ai pas joué Federer, OK. malheureusement. Qui ça? Ben, j'ai joué Nadal 2 fois. Ah Voilà, oui, OK. ouais, j'ai joué Djokovic, 1 fois. Je mène contre Djokovic 1-0. Voilà. C'est symbolique, hein. Attention, il n'était pas numéro 1. Et j'ai joué Murray 3 ou 4 fois. Ah ouais, Donc OK. ils avaient 18 ans, ils rentraient dans les 100 en fait. Voilà, c'est à l'époque où ils rentraient dans les 100 tous les 3. Et Quand est-ce que tu stoppes ta carrière? je stoppe en 2007. Voilà, à 32 ans, voilà, j'arrive, je suis un peu en bout de course, je suis 300e, 300, 320. Et ça a moins de sens. Voilà, ça a moins de sens. Je sens que j'ai plus la niaque pour repartir, pour remonter. Je suis en difficulté avec mon épaule. Et puis voilà, j'étais avec ma compagne depuis quelques années. On était mariés. Enfin bon, tout ça fait que voilà, il y a changement de vie. Donc j'arrête en fait à Roland Garros où j'ai wildcard en double avec Mathieu Moncourt qui est malheureusement plus avec nous aujourd'hui, mais on a wildcard ensemble en double. Donc c'est mon dernier match. Donc ça reste un grand souvenir pour moi d'avoir fini à Roland Garros grâce à cette invitation. Et puis je finis en un beau cadeau parce que le dimanche, comme je suis encore là-bas et que j'ai arrêté ma carrière, je suis pas reparti et j'échauffe Nadal avant la finale. Voilà, Énorme. ouais, il jouait Federer et il fallait un droitier, revers à une main. Donc comme j'étais dans les parages, on m'a demandé si je pouvais l'échauffer. Et voilà, donc symboliquement, c'était sympa de finir là-dessus. Voilà, on a joué le matin et puis j'étais pour lui du coup forcément, je voulais pas qu'il perde. Je voulais pas qu'il perde après l'avoir échauffé. Et c'était Rodolphe Gilbert qui avait échauffé Ouais. Federer, donc on se faisait un petit match à distance, c'était marrant. Énorme. Voilà. Et Quel surtout, ce qui est comment ça se sympa, passe? c'est que Vas-y, je t'en prie. non, je disais, ce qui est marrant, c'est que son oncle tourne beaucoup en fait pendant l'échauffement. Enfin, il était de mon côté aussi. Donc mon épouse qui était là a pris pas mal de photos et on a l'impression que c'est moi qui allais jouer parce que son oncle était derrière moi. Donc j'ai eu un peu l'impression que j'allais jouer la finale de Roland, quoi. C'était marrant. Comment ça se passe les premiers mois, les premiers jours même, après ta carrière où tu sais que le circuit est fini? Dans quel état d'esprit tu es? Je suis, je t'avouerai, je m'en souviens pas bien, mais le peu de souvenirs que j'ai,
c'est, ce qui fait bizarre, c'est de se lever, de pas aller s'entraîner, en fait. Voilà. C'est d'être à la maison, de rien faire, d'être, voilà, ça, c'est une sensation qui est assez agréable, de pas être sous la pression comme, et c'est marrant parce que pendant le covid, il y en a beaucoup qui ont expliqué qu'ils étaient finalement pas si mal dans le sens où ils avaient plus besoin de s'accrocher à un résultat, de s'accrocher: «Est-ce que je serai bien demain? Est-ce que je vais bien sentir la balle?» Ils étaient un peu en lâcher prise. Donc et c'était un peu le sentiment que j'ai eu à ce moment-là et très vite, en fait, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur parce que, tout de suite, on m'a demandé de suivre un jeune, voilà, dans un cadre privé. Donc tout de suite, je me suis projeté, j'ai commencé à entraîner très rapidement. Donc ça n'a pas été une période longue où j'ai assez vite basculé et j'avais vraiment ça en moi, l'entraînement. Donc ça a pas été, ça a été assez rapide de me reprojeter sur autre chose. Pourquoi tout à l'heure déjà, j'ai un peu tilté quand tu as dit ça. Comment tu savais que tu avais cette envie d'entraîner ensuite? J'avais envie de transmettre, en fait. Moi, c'est, en fait, le tennis, c'est vraiment ma passion. Ça a toujours été quelque chose où j'ai beaucoup cherché comment faire mieux, comment améliorer un coup technique, comment battre les meilleurs. Donc c'est, et toute cette recherche, c'était important pour moi de pouvoir la transmettre. Voilà, et c'était aussi pour ça que rentrer dans les 100 meilleurs, moi, je le vivais comme une vraie crédibilité en tant qu'entraîneur. Je me disais que mon message passerait mieux. Ce serait plus simple de pouvoir me reconvertir en ayant un bon niveau et de pouvoir être bien écouté par la suite. Donc, en fait, c'était un ensemble de choses. Mais entraîner, enfin, ça fait 13 ans maintenant et je me régale vraiment. Je me régale et en fait, j'ai entraîné un peu tous les niveaux, tous les âges. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est d'aller d'un point A à un point B. Voilà. Après, souvent, on a pu me dire: «Mais moi, je suis 15», même des adultes, j'ai eu des adultes en cours, 15-2, 15-3, ils voulaient gagner à 15-1 ou 15, moi, ça m'intéressait. Voilà, donc je préfère ça à quelqu'un de motivé qu'un bon joueur négatif qui a pas envie d'avancer. Donc, c'est vraiment de se fixer des objectifs et d'essayer de les remplir. Tu m'as aussi dit tout à l'heure que tu es passé donc par un club, tu étais directeur sportif Mmh. du country club? Du Lagardère Paris Du Racing. Lagardère, OK. Ça ressemble à quoi la mission de directeur sportif dans un club comme ça? Bah, en fait, donc ça, c'est arrivé assez tôt parce que j'ai arrêté en 2007 et ça a été en 2009 que je suis rentré en fait, le Racing a toujours été mon club. Moi, je suis arrivé à Paris en 92 et ça a toujours été mon club et je suis toujours membre de ce club et à l'époque, c'est Lagardère qui avait repris le club et j'ai été nommé en 2009. Ça ressemble que j'étais responsable de tout ce qui est compétition et loisirs, même s'il y avait une personne en charge du, opérationnel sur le quotidien, sur le loisir, notamment tous les cours collectifs qui existent dans tous les clubs. Et j'avais une mission aussi d'organisation de la compétition avec des entraîneurs qui étaient totalement dédiés à la compétition du club et une partie terrain. Voilà, donc c'était assez lourd et aussi des animations du club. Donc, même s'il y avait certaines personnes qui étaient dans chaque domaine, moi je devais chapeauter l'ensemble. Donc ça a été une formation très accélérée pour moi. Parce que pour un premier poste en club, c'était lourd. Mais par contre, ça a été pendant 3 ans une super expérience de pouvoir vivre l'envers du décor. Voilà, parce que quand on est joueur, même si c'était mon club, quand on est joueur, on ne se rend pas du tout compte de ce que représente un club au quotidien. Et donc là, ça m'a donné, voilà, je trouve que c'était bien d'avoir cette expérience-là de club pour ensuite pour développer mon académie, mais aussi pour entraîner beaucoup de joueurs différents, avec des motivations différentes, de différents âges, différents niveaux. Et je pense que ça me rend meilleur aujourd'hui d'avoir cette expérience-là. Après ça, tu montes, l'académie Grégory Caraz. Mm. C'est ça. Pourquoi? Voilà. Pourquoi cette ambition? Bah, après, disons que j'ai entraîné dans le privé une joueuse, qui s'appelait Claire, qui était 100e mondiale, Claire Feuerstein. Et après, elle s'est malheureusement blessée et puis j'ai eu l'opportunité de développer, en fait, au tout départ avec, Olivier Malcor. On avait décidé de lancer un projet commun d'académie sur Paris. Après, moi, j'avais des enfants en bas âge aussi, donc qui sont nés en 2009-2010, donc c'était important pour moi de rester sur Paris. Donc après, pour pouvoir entraîner des projets sympas et puis sans trop de déplacements, c'était une bonne opportunité. Voilà, donc Olivier est ensuite rentré, lui, à la fédération, donc j'ai pris le projet seul. Et pendant 4 ans, là, ça a été assez riche. Donc voilà, d'avoir un projet qui était ambitieux, mais qui est pas évident à mener sur Paris avec les conditions financières des clubs parisiens. Mais ça a été intéressant, voilà. Et puis après, donc après, je l'ai mis à mon nom en me disant bon bah
au moins, si je suis un peu connu dans le tennis, ça peut aider à avoir plus de clients. Bien sûr. Et du coup, tu as pas de cours de terrain en physique au moment où tu montes l'académie ou tu te sers d'un club rapidement? Non, au départ, on utilisait les terrains du Stade Français qui sont porte de Saint-Cloud. Et puis ensuite, la deuxième année, j'ai eu l'opportunité de louer des terrains au Paris Country Club. Voilà. Donc ensuite, je me suis installé là-bas et pendant plusieurs années, j'ai été installé là-bas. C'est un club qui est vraiment sympa sur Paris. Donc c'était vraiment une belle base de travail. Cette académie existe toujours? Non, du coup, bah, comme elle reposait totalement sur mes épaules, même si on était plusieurs à travailler dessus. Non, aujourd'hui, elle s'est arrêtée en fait quand j'ai intégré la fédération parce que je ne pouvais pas mener 2 projets, de front. Je suis totalement dédié à la fédération aujourd'hui. Comment se passe, comment est-ce que tu arrives à la Fédération française de tennis? Est-ce que tu avais cette volonté de l'intégrer? Est-ce qu'on t'a proposé, une activité qui te plaisait? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, moi, déjà mon académie, je voulais la développer dans un sens plus haut niveau. Voilà, donc le niveau coûte cher. Donc mon idée, c'était d'aller chercher des partenaires pour pouvoir, faire un team et aller sur le circuit. Et puis, voilà, donc moi, la fédération, j'ai toujours été assez proche des personnes en place, parce que c'est des gens certains m'ont entraîné, d'autres, j'ai été partenaire d'entraînement avec eux, donc j'ai vraiment toujours eu des liens assez forts avec la fédération. Et puis là, je pense que c'était le bon moment pour moi, donc autour de quelques discussions, je savais qu'ils allaient chercher à se développer, enfin embaucher quelques entraîneurs. Et à ce moment-là, j'ai dit que ça pouvait éventuellement m'intéresser. Donc, à force de contact, les choses se sont concrétisées il y a 2 ans maintenant. Donc, je suis ravi parce que ça me permet d'entraîner vraiment des joueurs intéressants, de voyager dans de bonnes conditions. Donc, voilà, on a quand même cette chance en France d'avoir une fédération qui est puissante avec des moyens. Donc, ça, c'est vraiment une richesse. Tu entraînes le même type de public depuis 2 ans ou tu as eu plusieurs publics différents? Bah, en fait, j'ai eu pendant 2 ans 2 joueuses auxquelles j'étais totalement dédié dans le département plus de 19 ans. Donc, ils s'appelaient Sarah Tchakarevitch et Tessandrine Angers-Fitremo, donc 2 adultes qui étaient sur le circuit, qui avaient entre 20 et 23 ans. Donc là, on était plus sur les tournois, voilà, elles étaient entre 250 et 400, donc plutôt les tournois à 25 000 $, voire 60 000 ou 100 000. Et puis là, depuis 15 jours maintenant, j'ai basculé avec une joueuse de 13 ans et demi. Voilà, donc je vais être seul avec elle. Donc c'est un projet intéressant parce qu'elle joue vraiment bien. Mais voilà, Comment 13 ans et demi. s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Sarah Iliev. Elle vient de Strasbourg et elle va intégrer la fédération, le CNE au mois de septembre. Mais on a déjà commencé une tournée là depuis 15 jours. Ça ressemble à quoi le projet du coup quand on accueille comme ça, une jeune fille de 13 ans et demi? Comment vous Bah, définissez disons, les règles du projet? disons qu'elle, elle est comment dire, elle est au CNED. Elle est déjà, on va dire, en e-school, c'est-à-dire qu'elle suit tous ses cours par Internet. Donc ça, ce sera à partir de septembre, mais elle le faisait déjà l'année dernière. Après, à 13 ans et demi, elle a déjà commencé d'octobre l'année dernière les tournois juniors. Donc ça va être principalement des tournois juniors quand on pourra les jouer. Et puis assez vite, essayer de tenter les tournois seniors 15 000 $. Parce qu'elle est moins 4-6 aujourd'hui, ce qui lui permet, je pense, de pouvoir accéder à quelques 15 000 $. Donc ça va être un mix de tournois juniors et un peu de tournois seniors. Voilà. Et puis après, voir comment les choses se passent, mais essayer de jouer les grands chelems juniors le plus vite possible. C'est quoi à ton avis, ton apport, toi, de Grégory Caraz auprès des joueurs que tu as que je dirais peut-être même, est-ce qu'il y a un domaine où tu sens que, tu apportes encore où tu es vraiment, tu le meilleur sur l'accompagnement que tu peux donner? Je sais pas, est-ce que sur la préparation mentale, la préparation, ou sur la technique, il y a un domaine où tu excelles plus que l'autre en tant que coach? C'est dur de te répondre, s'il y a un domaine en particulier. En fait, moi, je vois ça comme un ensemble. Je pense que le haut niveau, c'est un ensemble de choses. Effectivement, certains, on va plus agir sur le physique, d'autres sur le mental, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas couper si on veut être un bon joueur de tennis. Et ce que je vais apporter, c'est plus la vision sur le long terme, en fait. Voilà. Essayer dès aujourd'hui de pouvoir mettre en place des choses, développer des choses, essayer d'imaginer le produit fini, si je peux me permettre d'exprimer comme ça. Voilà. C'est plutôt cette vision en me disant peut-être ça, aujourd'hui, la joueuse va croire que ça fonctionne, mais je sais que à un moment donné, ça ne marchera pas. Donc, essayer d'ouvrir des nouvelles voies, des nouveaux développements, insister sur certains fondamentaux du haut niveau. Voilà, donc c'est plus là-dessus que je pense que
que je vais avoir un apport important. Et puis, en fait, je suis assez sûr de moi sur pas mal d'objectifs et sur certains fondamentaux. Donc, mon message, je pense, sera bien entendu. Voilà, c'est ça qui me semble important. Quand quand on parle de produit fini comme ça et qu'on peut imaginer, je Mmh. sais pas, son meilleur niveau peut-être atteint, alors maintenant c'est difficile que ça il y a certains joueurs maintenant ou joueuses où leur meilleur niveau est vers une trentaine d'années. Tu te dis comme ça Mmh. à 13 ans et demi, où tu imagines un peu, bah, voilà le meilleur niveau qu'elle peut atteindre, ça paraît quand même hyper, lointain. Comment tu vas définir, heu, les steps qu'il y a, entre ce chemin, bah, tout à l'heure, tu parlais de point A à point B. Si on Mmh. imagine que là, son point B, c'est son top meilleur niveau, bah, il y a quand même plein de petits points entre le A et le B. Comment tu Mmh. arrives à et on peut même imaginer ça, match par match. Il va y avoir des dizaines, voire, des centaines de matchs avant qu'elle y arrive. Comment on fait au quotidien pour, préparer tout ça et envisager tout ça? Bah, là, on n'est pas rentré encore dans le détail parce qu'on apprend à se connaître, mais en tout cas, tout joueur ou toute joueuse a un rêve au départ. Donc je pense que ça, c'est hyper important. On va rebondir là-dessus déjà. Voilà, on va rebondir là-dessus et puis après, le rêve, ça ne veut pas dire qu'on va forcément y arriver, mais un rêve va permettre quand même de mettre des objectifs en place, de dire: «Voilà, bah, je sais pas moi, tu veux faire demi-finale en Grand Chelem, voilà les joueuses qui aujourd'hui font les demi-finales en Grand Chelem. Bah, est-ce qu'il y a des aspects qui te semblent aujourd'hui importants de commencer à travailler, commencer à développer? Est-ce que certaines qualités, tu les as pas? Est-ce que telle ou telle joueuse, tu te reconnais un petit peu en elle et donc on va plutôt insister sur tel ou tel objectif? Et puis ensuite, bah, comme tu disais, on va mettre des objectifs à long, à moyen et surtout à court terme. Parce que notamment à cet âge-là, c'est pas toujours évident de se projeter. On se projette déjà à la semaine prochaine. Mais si on arrive à persuader les joueurs qui sont capables de faire des belles choses, parce que je crois que c'est ça quand même qui est le plus important, c'est d'avoir des rêves et d'y croire. Voilà, parce qu'on aura beau, il y a des joueurs, on essaie de les pousser, mais on sent qu'au fond d'eux, ils n'y croient pas, donc c'est toujours compliqué. À partir du moment où ils ont des rêves, ils y croient, bah, au quotidien, c'est plus facile de les relancer parce qu'il va y avoir énormément d'écueils. La route va être très longue, beaucoup de déceptions, des super moments. Mais si on croit en son projet et qu'on est assez tranquille, voilà, qu'on ne panique pas à la moindre défaite ou qu'on ne devient pas complètement euphorique à la moindre victoire, ben on se développe et je crois que le plus important, c'est quand même le niveau de jeu et c'est comme tout, il faut mettre des choses en place, les améliorer et puis ensuite on a les moyens de se défendre sur le haut niveau. Voilà, donc le court terme avec des rêves à long terme, ça me semble, essentiel. Sans indiscrétion, tu me dis si tu peux communiquer ça, mais est-ce que du coup vous avez discuté de son rêve et si tu le sais, est-ce que, c'est quoi son rêve? Non, aujourd'hui, on n'est pas rentré, comme je te disais, encore dans le détail. On le fera bientôt, je pense, parce que ça fait que 15 jours qu'on travaille ensemble, même si j'ai déjà beaucoup communiqué avec elle, avec ses parents, et cetera. Mais voilà, il sera temps à un moment donné d'aller un peu plus dans le détail, même si peut-être qu'elle va pas me dire quelque chose d'hyper précis. Elle va peut-être me dire juste: «Je veux être forte». Voilà. Et après, toujours pareil, être fort, qu'est-ce que ça veut dire? Pour certains, c'est être le 100, pour certains, c'est gagner un grand chelem. Donc ça, je crois qu'on aura le temps d'en parler. Et puis après, tout est évolutif, hein. C'est pas parce qu'on met des choses en place aujourd'hui que les choses évoluent pas. Et il faut savoir s'adapter aussi. Hem, Comment tu arrives à faire le parallèle peut-être entre la vie de papa, tu m'as dit que tu avais 2 filles, c'est ça? J'ai une fille et un garçon, ouais. Alors en 11-12 ans, c'est ça que tu disais tout à l'heure? C'est ça, ouais. Comment tu arrives à faire le parallèle entre la vie de papa, qui est aussi un petit peu un entraîneur, Ouais. et la vie d'entraîneur de tennis d'une fille qui a pas loin d'avoir le même âge que tes enfants? Ouais, ben, c'est vrai que c'est ça qui m'a fait bizarre quand on m'a confié, Sarah, parce que c'est que je me suis dit: «Ah tiens, elle a presque l'âge de ma fille». Non, c'est un plus. Je pense que c'est un plus parce que je vais l'accompagner toute l'année, donc c'est pas anodin et d'avoir une fille de son âge, même si j'ai déjà encadré, pas mal d'enfants sur des stages, en province et cetera. Je crois que c'est un vrai plus, voilà, puis même, on est quand même c'est pas anodin, on est quand même la responsabilité d'une jeune fille. Enfin, moi, je me mets à la place des parents, il faut quand même, voilà, faut «assurer» entre guillemets, donc je pense que, bah, le parallèle, c'est d'avoir des enfants, de savoir, comment rassurer les parents aussi, parce que les déplacements, c'est pas anodin, d'organiser les choses pour que, voilà, que tout le monde soit bien, que tout le monde soit serein et qu'ils se disent pas que: «Qu'est-ce qui se passe, notre fille? Comment ça se passe? Où elle en est?» Voilà, parce que je crois que,
les parents, on a eu tendance à dire, c'est souvent les premiers entraîneurs, hein, les coachs mentaux avaient tendance à dire ça. Et c'est vrai, parce que je pense qu'elle les a souvent au téléphone. Et je pense que si tout le monde est bien et dans de bonnes dispositions, ça va aider à la performance. C'est quoi ton rêve à toi en tant qu'entraîneur? Je pense que c'est un peu faire ce que j'ai jamais fait. Voilà, tout simplement. En tant que joueur, c'est des victoires sur les grands cours. Voilà, c'est ça qui me. Ça, je ne l'ai jamais fait personnellement. Voilà, de gagner des matchs dans des grands chelems. Ça, ce serait une. Voilà, je trouve que c'est ça qui me donne vraiment envie. Ouais. Ça, j'aimerais beaucoup. Ouais. Quand tu es sur le bord du cours comme ça, sur des gros matchs en tant que coach, est-ce que Mmh. le stress que tu ressens et dans quelle mesure il ressemble au stress que tu ressentais à l'époque où tu jouais? Non, c'est différent en fait. Non, c'est différent parce qu'on n'est pas acteur. Enfin, on est acteur, mais c'est quand même assez limité. Donc, on essaie des. Puis on n'a pas le même rôle. On ne peut pas se permettre sur le bord du terrain d'être réactif à la moindre balle ratée. Donc, on essaie d'être. On sert quand même de paratonnerre un peu. Le joueur souvent nous communique ou nous regarde. Il faut quand même montrer une certaine tranquillité avec détermination. Donc, le stress, c'est pas le même. C'est un peu plus enfoui. Mais nerveusement, c'est vrai que ça prend pas mal de jus. Alors que quand on est dans l'action, la fatigue n'est pas la même. Et puis finalement, souvent, elle disparaît un peu en jouant. Voilà. Alors que quand on est sur le bord du cours, c'est un petit peu différent. Certaines fois, on est bien, certaines fois, c'est un peu plus dur. Bon, c'est différent, mais moi, c'est ce que j'aime en tout cas. Tu as l'air tout calme. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'énerves? Ouais, on me dit souvent ça. Et souvent, je dis, vous m'avez jamais vu jouer alors. Et ceux qui m'ont connu joueur, c'est vrai que je dirais pas que je suis un faux calme parce que je suis souvent calme, mais par moments, je m'énerve un peu. Ouais. Alors un peu moins avec les joueurs, mais même si de temps en temps, il faut, il faut s'énerver un petit peu. Mais c'est vrai que sur le terrain, j'avais un peu de mal à me contenir. Grégory, j'ai été ravi de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. J'ai appris plein de choses et je suis sûr que cet épisode fera plaisir à beaucoup de personnes. Je tiens à te remercier. J'ai trois questions rapides pour la fin, voire Ok. deux questions D'accord. rapides plutôt. La première, Ouais. c'est où est-ce que les joueurs et joueuses de tennis peuvent aller pour te retrouver en ligne et suivre notamment les actualités de toi en tant que coach, notamment de ta prochaine aventure qui commence? Je suis pas très présent moi sur les réseaux, voilà, même si j'ai un Facebook, mais je mets rien en fait. Donc j'avais Instagram à l'époque de mon académie, mais j'ai plus Instagram. Donc je me sentais un peu en décalage avec Instagram pour tout te dire. Mais non, c'est pas facile en fait. Non, je suis pas très facile à suivre sur les réseaux. Voilà, donc après, il faut suivre les résultats de Sarah Eliève. Voilà, et à travers elle, vous verrez, vous verrez l'évolution de mon travail. Ouais, si elle gagne un grand chelem junior, on saura. Il faut chercher Ouais, sur vous saurez. Google. Voilà, voilà. Mais travaillons tranquillement, on verra. Mais c'est vrai que moi, pour me suivre, moi, c'est plus compliqué. Ok. Et la dernière question, si tu devais recommander quelqu'un pour passer sur le podcast, qui est-ce que tu pourrais me recommander? Ah, c'est une bonne question, ça. Fou là. Là, tu me prends à froid. Là, j'ai pas de réponse immédiate qui vienne. Si Juan Carlos Ferrero parlait français. Oh, je suis sûr qu'il parle français en plus. Ouais, après, dans les stars, il y en a énormément, hein, mais un Français qui aurait beaucoup de choses à dire. Je sais que Nicolas Mahut, moi, je l'aime beaucoup, donc je sais qu'il aime bien communiquer. Il y a Gilles Simon, qui est un bon client aussi. Hein. Ça, c'est des personnes qui ont une grosse expérience et qui communiquent bien, donc ils sont toujours intéressants là-dessus. Noté. Écoute, Grégory, je te remercie infiniment. C'était un plaisir pour moi. Merci à toi également. Plaisir partagé. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. À bientôt!